Bonjour à tous et puis merci de votre présence pour cette sprint review numéro 56 Easy Mesure qui s'est déroulée entre le 8 mars 2022 et le 5 avril 2022. Le thème de cette sprint, c'est la réduction de la matrice. Lors du précédent sprint, nous avons évoqué cette matrice que Dominique a créée pour l'équipe Easy Team qui permet de vérifier, de contrôler la phase de la saisie des identifiants sushi. Et cette matrice, elle a fait des émules puisque aujourd'hui, on va aussi vous présenter la matrice de moissonnage et aussi la matrice des identifiants, des Utilisateur. établissements et des utilisateurs que Léo a aussi mis en place. Et le but de ces matrices, bien sûr, c'est de corriger les erreurs, puisque ce qui ressort en erreur, aussi bien au niveau des identifiants que du moissonnage, sort en rouge dans ces matrices. Et le but, c'est de faire passer tout au vert. Et on a bien avancé pendant ce sprint, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Le plan de la sprint, on commencera par la partie communication, la partie analogiste comme à chaque sprint. Il y aura une petite présentation au niveau de la production avec un bienvenue à Florence Maréchaux. Et puis la partie EasyParse avec Léo, la partie Easy Mesure aussi avec Léo, et enfin la partie Easy Counter avec Yannick, qui va parler justement des modifications qui ont été faites sur le formulaire sushi, et puis ces matrices que je viens d'évoquer pendant la présentation. Donc la partie communication, on commence avec le bilan des supports mutualisés pendant cette période. On en a fait un seul puisqu'on est en train de réorganiser les supports pour prochainement préparer des supports axés sur les tableaux de bord Kibana Sushi. On en reparlera à la fin de cette sprint. Pendant ce sprint, on a fait un support avec Thomas, 2 heures avec 8 participants. Mais le chiffre qui est important à retenir, c'est le nombre de nouveaux utilisateurs inscrits dans EasyMesure. 39 pendant ce sprint, c'est un gros chiffre puisqu'on a beaucoup de nouveaux correspondants axés sur justement EasyCounter qui veulent saisir leurs identifiants sushi pour leurs établissements, et bien beaucoup de nouvelles inscriptions dans EasyMesure, et c'est tant mieux. Voilà, on est très content de ces inscriptions. Pour les webinaires, les webinaires ont pris leur rythme de croisière puisqu'on en a chaque lundi de 14 h à 14 h 45, justement pour aider les nouveaux correspondants et ceux qui souhaitent d'ailleurs à nouveau reparticiper à ces webinaires, pour les aider à saisir leurs identifiants sushi. On est vraiment en pleine phase de la saisie des identifiants, à savoir qu'on est quand même presque à 1500 identifiants qui ont été saisis dans EasyCounter. Et on a eu en tout 53 participants. Alors, aussi, pendant ce sprint, on a présenté le tableau de bord Counter 5 que j'ai réalisé avec mon ami Xavier du service de négociation. On a travaillé sur ce tableau et il a été présenté au groupe GTI, qui était très content de cette présentation, et je pense que ce tableau générique pourra satisfaire une majorité de nos collègues dans les établissements et aussi au CNRS. Cette présentation, c'était le mardi 22 mars. Et on va passer à la partie analogiste avec le chiffre clé qui est de 497 parseurs intégrés dans EasyParse, 19 nouveaux parseurs depuis le sprint précédent grâce au travail de fond qui est fait par nos collègues de l'OCLC. Et puis, pour la partie ESR, on a 209 parseurs qui travaillent actuellement depuis le début de l'année, donc depuis janvier au 31 mars. Et puis, on vous rappelle régulièrement qu'il est important de mettre à jour à la fois votre EasyParse et aussi votre instance locale pour bénéficier de toutes ces mises à jour de ces parseurs que l'on crée et que l'on met à jour, pour justement retraiter vos logs 1 à 2 fois par an. Et ça, c'est vraiment important. On l'a fait pour BIP CNRS, et on sait que certains collègues le font également au moins 1 fois par an dans leur établissement.
Les chiffres Easy Mesure, on est à 22 millions d'événements de consultation qui sont chargés dans le dépôt Easy Mesure, le dépôt national. On a les 209 plateformes donc, qui fonctionnent actuellement. Et puis, on peut retenir qu'actuellement, eh bien, la plateforme qui a le plus d'accès, c'est la plateforme Cyberlibris. La journée parseur avec Léo et Yannick aux commandes des parseurs, on a travaillé sur Cambridge University Press, on a fait des corrections. On a travaillé aussi pour nos collègues de l'API Istex. On a notamment renommé des AirTypes, donc ce qu'on appelle des ressources, des types de ressources qui sont vraiment utilisés par cette plateforme spécifiquement. On a aussi un nouveau parseur pour nos collègues de Paris 2, c'est le parseur de Cap Financial, CapFi. Et puis, pour nos collègues des négociations, on a développé un parseur de test pour la plateforme Biocide, qui est une plateforme qui met en ligne une base de données de génome. Voilà. Et puis, aussi, on a travaillé pour nos collègues de Omeka, donc les plateformes qui sont mises en ligne avec les données de recherche. On a travaillé avec Bruno Mériot et puis aussi Léo qui maintenant a déjà développé un parseur. On en a parlé à la sprint précédente. Et là, donc pour cette sprint, on a eu une réunion avec Bruno Mériot et on a travailler sur un middleware et c'est Léo qui va expliquer le travail qu'il a fait. Oui, alors bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Fred, donc on a déjà réalisé un parseur pour les plateformes Omeka. Et donc, l'étape suivante, c'était la création d'un middleware pour récupérer les titres de publication selon les identifiants. Donc, il faut savoir que sur chaque plateforme Omeka, chacune possède une API qui a globalement la même forme. Et donc, le middleware que j'ai développé, elle va interroger cette API avec l'ARC ou l'item ID afin de récupérer le titre de la publication. Donc, on peut voir sur cette slide que j'ai mis une capture d'écran avec un exemple de fichier de log de la plateforme Corea, donc une plateforme Omeka, enrichi par EasyParse. Et donc on peut voir sur cette capture d'écran que l'on récupère bien les titres de publication selon les items ID et selon les arcs. Et donc maintenant, l'étape suivante, ça va être d'automatiser les traitements des fichiers de log des plateformes Omeka dans EasyParse et ensuite de créer un espace dédié sur chaque plateforme dans EasyMesure. Merci Léo. Et donc, je rappelle aussi qu'on travaille avec Kiprod et que c'est Julien Franck qui nous aide et qui met donc dans les fichiers des data archives tous les fichiers de log des plateformes, des 11 plateformes Omeka qui sont en production actuellement. On a aussi donc travaillé avec Doranum, l'équipe Doranum. On avait déjà pris contact avec Philippe Fourneret et Claire Ries et aussi Claire. Et là, on a fait une nouvelle réunion justement aussi avec Julien, Julien Franck, pour justement discuter comment on allait organiser le travail et développer le parseur pour Doranum. Donc, le parseur, eh bien, au départ, on voulait le faire avec une modification des URL de l'API WordPress, parce que je vous rappelle que Doranum met en ligne donc des ressources avec un DOI, et donc EasyParse fonctionne avec les URL de consultation, et il nous paraissait intéressant au départ de rajouter le DOI dans ces URL. Mais Yannick donc, a réfléchi au problème et donc on pense pouvoir utiliser l'API WordPress et y extraire par un scrapper, donc le DOI, pour justement éviter à l'équipe d'Oranum d'être obligée de ressaisir ces DOI sur l'ensemble de la plateforme, et c'est quand même un travail assez conséquent. Donc Yannick, si tu veux éventuellement rajouter quelque chose par rapport au scrapper de l'API WordPress, n'hésite pas. Oui, je confirme. Donc effectivement, le but est de leur éviter d'abord le gros travail qui est de rajouter les DOI dans toutes les URL, mais aussi potentiellement le fait de changer les URL pourrait casser un certain nombre de liens qui sont actuellement utilisés par des sites externes
Il y a ça aussi comme problème. C'est ça, ouais. Et donc, le but serait d'utiliser l'API de WordPress pour essayer de récupérer le DOI qui, lui, par contre, se trouve actuellement il est rajouté dans les pages. Donc, on pourrait faire les choses en saut de puce, donc récupérer le DOI dans le contenu de la page à partir de son identifiant de page, et ensuite utiliser Crossref. Enfin, Crossref ou DataSite. Je crois que Doranum, c'est plutôt C'est plutôt DataSite, DataSite, ouais. effectivement. Voilà, donc c'est quelque chose qui reste encore à faire et à tester, mais voilà, c'est prometteur. Très bien. Donc, c'est ce qu'on envisage. Donc, pour la prochaine, le prochain bilan, on vous fera un bilan de ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Donc voilà. Donc aussi, je tenais à signaler que Julien nous a certifié qu'on avait 4 mois de log déjà enregistrés sur Doranum. Donc, c'est assez intéressant pour pouvoir ensuite envisager cette phase de test avec le scrapper des DOI. Et voilà, on va passer à la partie EasyParse et je vais laisser la parole à Léo. Et oui, c'est encore moi. Alors, du coup, pour côté EasyParse, on a fait une toute petite mise à jour. Donc en fait, on avait remarqué qu'on n'avait pas d'informations visibles lorsque les pages d'EasyParse devaient charger. Donc c'est pourquoi on a mis à jour le loader. Donc maintenant, comme le montrent les flèches rouges, lorsqu'on a un chargement qui doit se faire sur la page, on a, par exemple, lors de la connexion ou de l'accès à l'administration, par exemple, on a un rond qui tourne en bas à droite de la page. C'est tout? Oui, petite Donc, modification, oui. donc c'est pratique pour l'utilisateur puisque ça évite qu'il s'imagine qu'il y a un problème ou un bug sur le traitement dans EasyParse. Oui, on a une information visible sur qu'est-ce qui se passe sur la page. Voilà, donc très bien. Merci Léo. Donc, on va continuer avec la partie prod et je vais donner la parole à Dominique pour cette partie donc, des actions de production. Et oui, donc c'était pour signaler que la grosse action de production qu'on a faite au cours de ce sprint, c'était en fait un rendez-vous avec la prod. Parce que on doit mettre en place en fait une instance de démonstration pour EOSC. Dans le cadre d'EOSC, on a proposé de mettre une instance de readmetrics. Et donc pour cette instance de readmetrics, on a besoin de machines. Et donc on avait formulé ce besoin à la prod. Et ils nous ont, alors c'était délicat de faire ça comme ça séparément. Donc ils nous ont proposé de faire plusieurs journées ensemble. Donc ça s'est fait sous forme d'un atelier. Donc c'est pour ça que vous voyez les photos. Et en fait, l'idée c'était de profiter en fait de cette demande de ressources, hein, c'est des demandes de machines, pour justement mettre au point en fait des procédures de déploiement qui sont automatiques et automatisables et qui soient valables non seulement pour un déploiement en développement, mais pour un déploiement en pré-production et en production. Et donc du coup, ça a duré 2 jours, un peu plus de 2 jours. Bon, il y a eu on a bien progressé, il y a eu des bons échanges et à la fin, on avait une machine sur laquelle tournait un cluster élastique avec tout ce qu'il faut pour Readmetrics et avec des scripts qui sont potentiellement déployables pour plusieurs machines. C'est-à-dire que le script, selon si on paramètre développement ou production, le nombre de machines qui seront déployées ne seront pas les mêmes. Donc c'est quelque chose qui est assez important et donc du coup qui va nous permettre d'avoir cette instance Readmetrics pour EOSC. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Merci Dom. Eh bien, on va passer tout de suite au vif du sujet avec la partie EasyMeasure et ses évolutions. Et je laisse à nouveau la parole à Léo. Oui, alors je vais vous parler des nouvelles commandes qu'on a ajoutées à Zeta. Donc pour mettre un peu de contexte, on a fait une campagne EasyCounter, donc ça a ramené beaucoup d'utilisateurs. Et donc ça nous a créé un nouveau besoin, qui est la gestion des utilisateurs. Et on avait besoin d'un outil pour pouvoir tous les gérer. Le problème, c'est que Kibana ne propose pas d'outil avec une vision sur l'ensemble de toutes les informations sur les utilisateurs.
Et c'est pourquoi on a ajouté une nouvelle commande à EZA, qui est EZA User Check. Donc cette commande, elle va permettre d'afficher une matrice utilisateur et d'effectuer des contrôles, entre autres sur ses rôles, ses espaces et à quel établissement ils sont rattachés. Et donc le but de cette matrice, ça va être de réduire les cases rouges, donc c'est-à-dire de corriger les erreurs qui ont des défauts, par exemple avec la présence de rôles qui n'existent plus ou encore tous les utilisateurs qui ont encore le rôle New User. Et donc elle propose plusieurs vues. Donc on a une vue en terminal où on peut voir tout de suite les défauts. L'avantage de cette vue en terminal, c'est qu'on n'est pas obligé de naviguer dans les nombreux menus Kibana. On a tout sur un seul tableau. On peut également faire une sortie CSV et qu'on pourra insérer ça dans un Excel. On pourra appliquer des filtres. Et donc tu peux passer à la slide suivante. Et on a également fait la même chose pour les établissements. Donc cette fois avec la commande EZA Institution Check, qui quant à elle va se charger d'afficher une matrice établissement pour effectuer des contrôles sur la présence de correspondants, les index, les rôles et les espaces. Donc comme pour la matrice utilisateur, le but ça va être de réduire les cases rouges. Très bien. Eh bien, Dominique va reprendre la parole pour EasyCounter. Tu es là, Dominique? Quand Dominique aura activé son micro, Oui. il prendra la parole. Pardon, j'ai oublié de cliquer avant de parler. Donc pour gérer ce que je disais, c'était que pour gérer cette montée en charge EasyCounter, donc on a nos outils qui génèrent des matrices, et donc du coup ça nous permet de progresser dans les différentes étapes de cette montée en charge, donc le moissonnage et l'exploitation. Et donc du coup là on a commencé en fait à moissonner pour un peu tout le monde, et on a donc validé la conformité du moissonnage pour le CNRS. Et donc à l'issue de ce sprint, on va proposer à certains d'entre vous de participer à la première vague de moissonnage suite à la saisie des informations de Sushi. Voilà. Et on prépare donc aussi un webinaire explicatif pour comment exploiter les données qu'on vous mettra à disposition dans des espaces dédiés données d'usage éditeur. Donc là, en fait, c'est un rappel de ce qu'on vous a montré déjà plusieurs fois. Donc la matrice de saisie des informations Sushi. Donc quand vous saisissez vos informations Sushi dans l'interface EasyMesure, vous saisissez vos identifiants, éventuellement vous checkez si la connexion peut bien se faire. Et donc du coup, quand on fait notre extraction, nous on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Avec cette matrice, on peut classer en fait tous les établissements en fonction du nombre d'identifiants, donc de demandes de moissonnage qui ont été saisies, et puis celles qui marchent. Donc il y a des établissements pour lesquels tout marche, et puis il y a bien sûr de nombreux établissements où il y a une erreur, 2 erreurs, des fois beaucoup d'erreurs. Et donc on va se servir de cette matrice pour faire cette sélection de moissonnage, d'établissements qui vont être moissonnés pour la première vague. Et je rappelle que cette matrice, elle est disponible sur le blog pour justement vous permettre, au moment de la saisie de vos identifiants, de vérifier si d'autres établissements, eux, dans le même point d'accès, ont une validation de leurs identifiants. Ça vous permet de voir si vous, votre point d'accès est en rouge, peut-être que vous avez fait une erreur de saisie, et donc je pense que ça peut être vraiment très utile. Et on avait plusieurs problèmes en fait, parce qu'on ne connaît pas tous les endpoints Sushi. Donc du coup, potentiellement, vous nous en faites découvrir des nouveaux. C'est ce qu'expliquera Yannick qui s'est passé au sprint précédent. Et donc une fois que ces endpoints sont valides, on peut les utiliser. Et donc du coup, comme certains d'entre vous les ont utilisés et ont vu que ça marchait, on peut donc via la matrice vous faire savoir que vos identifiants sont bons, ou s'ils sont pas bons, il faut peut-être faire une demande auprès de l'éditeur, parce que des fois, il y a des autorisations supplémentaires, en particulier pour certains sur l'adresse IP qui est potentiellement habilité à moissonner.
C'est bon pour toi, Dom? Oui, c'est bon pour moi. Et donc, Yannick peut parler des transformations qu'il a faites. Tout à fait. Donc du coup, si on commence. Donc déjà, vous l'aurez remarqué en début de sprint, c'est plus ou moins vers la mi-mars, on a bloqué la saisie des identifiants sushi pendant quelques heures. Donc les correspondants ont dû s'en rendre compte, il y avait un gros encart, voilà, pour bien le signifier. Le but était pour nous de mettre en prod une nouvelle version du formulaire de saisie des identifiants sushi, le tout pour prendre en compte les retours qu'on a eu jusqu'ici dans cette campagne de saisie des identifiants. Et donc, on a opéré un changement subtil mais très important qui nous permet de découpler les points d'accès, donc ce qui apparaît dans la liste déroulante du formulaire sushi, et les demandes de moissonnage. Donc pour dire, avant, les demandes de moissonnage, elles étaient individualisées. Entendez par là que pour chaque demande de moissonnage, un établissement devait rentrer toutes les informations nécessaires au moissonnage. Donc ce qui inclut ses identifiants, mais aussi le nom et l'URL du point d'accès, enfin de l'éditeur, et aussi potentiellement des paramètres avancés qui seraient propres à l'éditeur. Et donc chaque établissement devait rentrer toutes les informations. Déjà, il faut savoir que ces informations-là ne sont pas forcément toujours faciles à trouver. Donc déjà, quand on veut rentrer les informations, il faut aller sur le site de l'éditeur. Il faut savoir est-ce qu'il est compatible Sushi ou non. S'il est compatible, quelle version de Sushi, quelle version de Counter, quelle est la bonne URL. L'URL, est-ce que c'est Counter 4 ou Counter 5 parce que parfois les éditeurs proposent les deux. Voilà. Donc, et ça, chaque personne qui devait rentrer les informations pour un éditeur, chaque personne devait refaire tout ce processus. Ce qui rendait la saisie des identifiants assez difficile à passer à l'échelle et à maintenir. Et notamment, si le moindre éditeur change d'URL, ça veut dire que chaque personne devait aller modifier les URL dans son coin et refaire potentiellement toute la manip. Donc, on avait une liste de suggestions, mais cette liste de suggestions, malheureusement, était figée, ce qui du coup rendait l'aide, disons, limitée. Donc, suite à notre changement, maintenant, on a une liste de points d'accès qui est maintenant mise en commun. Et donc, quand vous remplissez votre formulaire Sushi, vous allez choisir directement votre point d'accès dans une liste. Et si jamais le point d'accès n'y est pas, vous avez la possibilité de le déclarer. Ce qui fait que cette liste, maintenant, elle est évolutive. Donc, on va la faire évoluer au fil des déclarations et au fil des retours des utilisateurs. Et d'ailleurs, elle a déjà pas mal évolué. Il faut savoir que depuis qu'on a mis ce formulaire en prod, on a eu beaucoup de contributions des correspondants. Ils sont très actifs actuellement. Beaucoup de retours pour corriger des URL ou pour déclarer des nouveaux points d'accès. Voilà. Et donc, ce nouveau formulaire facilite beaucoup la saisie parce que vous n'avez plus à chercher l'URL de votre point d'accès, ni à chercher potentiellement les paramètres avancés qui seraient nécessaires pour que ça marche. Par exemple, si on prend kern, il y a besoin de rajouter dans l'URL un plateforme égale kern. Ça, ce sera directement renseigné dans le point d'accès et vous aurez juste à le sélectionner. Et notamment aussi, dans le cas où on a des erreurs dans un point d'accès, par exemple une URL qui change ou une URL qui est mal renseignée, il suffit qu'un correspondant nous remonte le problème. Nous, de notre côté, on a juste à le changer à un endroit et ça va corriger le problème pour tout le monde. Donc voilà, et donc suite à cette mise en place, comme je disais, on a pu faire un certain nombre de corrections et ça nous facilite beaucoup le travail. Et donc fort de ce nouveau système, on a commencé à faire des moissonnages sur la pré-prod en vue de préparer la campagne de moissonnage, la réelle campagne de moissonnage. Donc on a fait un miroir on a récupéré tous les identifiants qu'on a actuellement sur la prod et on a tout moissonné tout simplement pour faire des tests. Et le but de ce sprint, ça a été surtout ça. On a fait plusieurs campagnes
plusieurs simulations de campagnes de moissonnage et à chaque étape, on corrige un certain nombre d'erreurs et on essaie de rendre le moissonnage de plus en plus complet. Et donc déjà, quelques chiffres. On a fait des tests sur plusieurs périodes, surtout sur un mois et sur un an. Donc on a fait une première campagne sur un mois qui a donné lieu à un peu plus de 1000 tâches de moissonnage, en sachant que une tâche de moissonnage, ça correspond au moissonnage de un rapport pour un établissement chez un éditeur pour une période. Voilà. Donc sur un mois, on a fait à peu près 1150 tâches, dont 950 à peu près se sont terminées correctement, c'est-à-dire qu'on a réussi à télécharger le rapport, à le valider et à insérer des données dans Elasticsearch. Donc ce qui ne signifie pas forcément que les données qu'on récupère sont bien complètes, mais ça c'est autre chose, et à peu près 200 qui sont en erreur, en sachant que les erreurs peuvent être de type assez varié. C'est-à-dire que on peut avoir des problèmes de permission, c'est-à-dire que le fait d'avoir des identifiants qui fonctionnent ne signifie pas pour autant que vous avez la permission de moissonner. Donc ça peut être un type d'erreur. On peut également avoir certains éditeurs comme ScienceDirect qui vont ne pas envoyer le rapport tout de suite. Ils vont dire il est en préparation, mais du coup ce sont des erreurs qui n'en sont pas forcément et qu'il faut qu'on prenne en compte. Pour certains, on va aussi avoir une période qui serait indisponible. Typiquement, si on demande une année complète, on va avoir certains éditeurs nous diront non, c'est pas possible. Et dans certains cas, on peut avoir aussi des rapports qui sont purement et simplement invalides. Et pour ce cas, on essaie progressivement de les prendre en compte. Donc pour un mois de moissonnage, on en a pour à peu près 2 heures de traitement sur un peu plus de 1000 identifiants à moissonner. Et donc on a refait un test sur une année complète de moissonnage, à savoir 2021. On en a eu pour à peu près 1300, 1400 tâches. Donc, il y en a un petit peu plus. Les raisons étant que actuellement, les identifiants évoluent très vite. Il faut savoir que les correspondants sont assez actifs en ce moment. Donc, on a beaucoup de nouveaux identifiants et également beaucoup de correspondants qui ont corrigé des identifiants entre-temps. Car ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'actuellement, on ne lance le moissonnage que pour les identifiants qui ont été testés dans l'interface et qui s'affichent en vert. Et on constatera que pour un an, on a un peu plus de tâches, mais on en a le même nombre qui sont terminées, on en a un petit peu plus qui sont en erreur. Et donc ça s'explique notamment par des différences de comportement. Je parlais notamment des faits que les éditeurs ne couvrent pas les mêmes périodes. Et bien notamment quand on demande de plus gros volumes de données, il y a des éditeurs qui vont plus nous donner le rapport tout de suite. Ils vont nous dire ah c'est en préparation, revenez plus tard, et d'autres qui vont nous répondre carrément que la période 2021 c'est pas disponible. D'où le fait qu'actuellement on a un peu plus d'erreurs. Et pour un an complet, on en a pour à peu près 5 heures de traitement. Donc voilà pour les chiffres. Et donc, comme je disais, on en a pour pas mal d'heures de traitement quand on fait un moissonnage. C'est quelque chose qui est assez gros. Et en plus de ça, on a quand même de multiples raisons d'avoir des erreurs dans les moissonnages. Hein, d'où l'importance d'avoir un suivi assez méthodique du moissonnage. Et donc, on a une procédure maintenant qui est bien câblée pour faire nos moissonnages. Donc, on part toujours de la matrice des identifiants que Dominique vous a présenté quelques slides plus haut, qui nous permet de bien visualiser les établissements qui ont notamment le plus d'identifiants et surtout les identifiants qui marchent correctement. Et donc, ça va nous permettre de faire le choix ça va nous permettre de faire des lancements ciblés, en gros. Et donc, quand on veut lancer un moissonnage, on utilise la commande EasyMesureAdmin qu'on vous présente depuis des lustres. Et donc, on a une commande EZA Sushi Harvest qui va nous permettre de lancer des moissonnages sur une période donnée.
pour un établissement donné et potentiellement pour un point d'accès donné. Et cette commande, elle va mettre toutes les moissons, enfin toutes les demandes de moissonnage dans une grosse file d'attente. Et du coup, cette file d'attente, elle va être traitée progressivement, ce qui nous permet de ne pas mettre à genoux la machine, hein, déjà, et aussi de ne pas trop flouder les points d'accès. Et donc, on va moissonner progressivement, on va faire 3 moissonnages en parallèle. Voilà. Et pendant tout ce temps, nous, on va pouvoir monitorer la progression du moissonnage avec une commande qui est EZDA Task List, qui nous permet de savoir à tout moment combien de moissonnages sont terminés, combien sont en erreur, combien sont encore en attente de traitement. Voilà. Et une fois que toutes les moissons sont terminées, on a une période de contrôle. Donc, pour faire ce fameux contrôle, on va générer une matrice de moissonnage avec la commande EZDA Generate Harvest Matrix. Et cette matrice de moissonnage, en gros, ça va être un gros fichier Excel qui va nous montrer en vert, en rouge, les étapes de moissonnage qui ont marché et celles qui n'ont pas marché, avec éventuellement les erreurs qui ont été générées. Donc ça ressemble tiens, passe au slide suivant du coup. Donc la matrice de moissonnage, elle ressemble à ça. Donc on voit bien pour tous les établissements et pour les différents points d'accès. Donc on voit les étapes, donc téléchargement, validation, enfin téléchargement du rapport, validation du rapport et insertion des données du rapport dans Elasticsearch. Et on voit également dans les passages en rouge qu'on a un message à droite donc qui correspond au type d'erreur. Et donc ce sprint, ça a été principalement toute l'étape de moissonnage qui a mené à cette fameuse matrice pour lesquelles on a pu faire un listing des types d'erreurs, erreurs qu'il a fallu prendre en compte pour pouvoir faire des corrections et relancer le moissonnage. Et d'où le thème du sprint d'ailleurs, réduction de la matrice. Alors, Ouais. Vas-y, continue, Eric. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Et donc voilà, on en est là. On a pu déjà pas mal depuis le début de ce sprint réduire la matrice. On a encore pas mal d'erreurs à gérer, mais on a énormément diminué ça grâce au retour des correspondants déjà sur leurs propres identifiants et à cette matrice qui nous permet de voir toutes les erreurs. Donc il nous reste encore des choses, mais on est en bonne voie. Notre but étant potentiellement de démarrer une vraie campagne de moissonnage en prod dans les semaines qui viennent. Et je voulais préciser que donc la matrice identifiant, donc c'est une matrice publique, c'est pour ça qu'elle est sur le blog. En revanche, les matrices des établissements et la matrice de moissonnage que vient d'évoquer Yannick, c'est vraiment interne à l'équipe, c'est vraiment pour réduire justement les erreurs, analyser et trouver tout de suite les problèmes, que ce soit pour les points d'accès, pour les éditeurs qui posent problème, et essayer de trouver justement quel est le type de problème qu'on peut régler justement pour que cette matrice devienne la plus verte possible. Voilà. Oui. Ce qu'on peut peut-être indiquer avant de passer à la suite, c'est que chaque établissement pour lui-même aura dans la zone de suivi de ses identifiants sushi une vue sur comment se passe le moissonnage pour son établissement. Donc un équivalent de chaque ligne sera présent dans chaque zone d'administration pour chaque établissement au moment où on va démarrer les moissons. Aux endroits où vous gérez vos points d'accès sushi, vous aurez un affichage de qu'est-ce qui est en train de se passer. Tout à fait. Donc Dominique, tu peux reprendre pour EasyCounter ?
Donc du coup, là, ce slide, c'est pour vous expliquer comment va se passer la suite, hein, comment on avait envisagé la suite déjà. Donc sous forme de campagne, hein, donc campagne de saisie des informations sushi. Donc celle-ci, elle est bien entamée, elle est presque terminée. Et là, on va commencer la campagne de moissonnage des rapports. Hein. On l'a déjà commencé, comme l'a évoqué Yannick, mais on va vous impliquer dans cette campagne. Et puis après, on aura une campagne de mise à disposition des données d'usage. Aussitôt qu'on aura validé le fait que le moissonnage est OK pour chacun des établissements, on vous met à disposition les données d'usage. Et on attend aussi de votre part éventuellement un retour, parce qu'il est possible que y ait des choses qui vous paraissent pas normales, et donc du coup on vous demandera de nous les signaler rapidement. Pour moissonner, on va faire plusieurs vagues. Donc, on va commencer dès la semaine prochaine, je pense, à sélectionner des établissements pour une première vague. Prioritairement, on va se servir des matrices qu'on vient de vous montrer. Et donc, ceux qui ont des infos sushi qui sont ouverts pour l'établissement, là, vous allez faire partie de cette liste de la première vague, probablement. On va commencer, je pense, par une dizaine, une quinzaine d'établissements. Comment ça va se passer? On va vous contacter. On va vous dire, voilà, vous faites potentiellement partie de la première vague de moissonnage. Est-ce que vous avez bien terminé de saisir vos informations sushi? Donc là, vous nous dites, OK, moi j'ai fini de saisir mes informations sushi. Je vois que c'est vert. Les rouges qu'il y a, c'est il peut en rester quelques-uns, mais bon, on est comment dire, on est OK sur le fait qu'il reste des rouges. Donc les rouges de toute façon ne seront pas moissonnés. Donc vous nous donnez le OK, et là donc on bloque la saisie des informations sushi. Donc vous ne pourrez pas saisir de nouvelles informations, et on va moissonner. Et donc, suite au moissonnage, on vous mettra à disposition les données d'usage. Et si on devait, si vous deviez saisir de nouvelles informations sushi, on reprendrait le cycle, d'accord? Et donc, du coup, on va faire une première vague avec un certain nombre d'établissements, et puis on étendra au reste des établissements selon les retours qu'on aura eus pour cette première vague. Très bien. Donc, écoutez, on arrive à la fin de cette sprint. Donc, le prochain rendez-vous, la sprint, il y a une petite erreur là, ça va être la SR57, vendredi 20 mai 2022, donc à 10h30, de 10h30 à 11h30, toujours en distanciel. Les prochaines réunions GTI, donc c'est le 25 mai, donc de 14h à 16h en distanciel aussi. Et puis nous aurons aussi en présentiel donc une session GTI le 30 juin qui est prévue donc pour la journée, donc avec tous les membres du GTI. Les webinaires thématiques, on va pour l'instant encore continuer la saisie et la vérification des identifiants sushi Counter 5 pour les correspondants. Donc, c'est chaque lundi de 14h à 14h45. Et suite à ce que vient d'évoquer Dominique, on prévoira un webinaire de présentation du tableau de bord Sushi Counter 5, donc pour montrer justement le résultat de ce chargement des données Counter 5. Et puis, alors aussi, par rapport aux formations, c'est toujours sous la forme de support mutualisé. On envisage là prochainement d'organiser des nouveaux supports axés sur le tableau de bord justement Kibana, Counter 5. Donc voilà, ça va se mettre en place au même moment que les webinaires. Donc tout ça va se mettre en place au mois de mai, je pense, mai et juin. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour cette sprint review numéro 56.